à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en présence de Lauriane qui est formatrice aux gestes de premier secours canin et félin également. On verra aussi que tu fais d'autres animaux, mais nous, vu qu'on est sur une chaîne pour des chiens, fatalement on va plus parler de nos amis les toutous. Et donc je voulais absolument vous faire cette vidéo avec elle pour avoir moi-même suivi sa formation là durant le week-end où elle intervient sur le centre nature de chiens de Toulouse parce que j'ai appris des tonnes de choses et que j'ai vraiment voulu vous partager quelques astuces déjà lors de cette vidéo pour vraiment vous donner envie de faire ce genre de formation parce que vous soyez professionnel ou particulier, vraiment c'est indispensable. Donc c'est parti, on va commencer par les quelques idées reçues à démonter. Dans la formation que j'ai suivie hier avec toi, j'ai appris des tonnes de choses et il y a une idée reçue qui, moi, m'a vraiment interpellée parce que c'est un conseil qu'on voit partout sur Internet, notamment quand il commence à faire chaud. Ça concerne les coups de chaud quand notre chien est vraiment en surchauffe parce qu'il a été dans une voiture ou parce que peu importe. Toujours, ce qu'on va voir sur nos réseaux sociaux, c'est premier conseil, appeler le vétérinaire. Et ça, toi, tu nous as un peu expliqué hier que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Ton conseil, c'est de ne pas tout de suite appeler le vétérinaire finalement en cas de coup de chaud. Voilà, en fait, il ne faut pas se précipiter puisqu'il y a augmentation de la température corporelle. Donc, se précipiter chez le vétérinaire dans une voiture souvent chaude, ça va augmenter la température et donc ça va augmenter les risques qui peuvent être graves pour votre animal. Ce qu'il faut faire, c'est faire baisser sa température de différentes façons. Ça, je passe du temps dessus en formation, mais vous pouvez notamment, par exemple, lui mettre une serviette mouillée au niveau du bas du ventre, là où il y a un peu de poils, puisqu'ils sont assez thermoréceptifs sur cette zone-là. Les mettre à l'ombre, les mettre dans un endroit au frais, mais pas trop, parce qu'il faut faire justement attention à ce que la température ne baisse pas trop vite. Ça fait partie des gestes que je vous apprends, des petites astuces, justement pour d'abord baisser la température corporelle du chien et après bien évidemment aller chez le vétérinaire, mais le but là ça va être de limiter l'aggravation de l'état et au contraire de faire régresser la température pour pouvoir l'emmener sereinement dans un deuxième temps chez le vétérinaire. Dans les autres choses comme ça qui m'ont interpellée lors de la formation, il y a en cas de brûlure, alors ça je pense que, je sais pas d'ailleurs, je me permets de te poser la question si c'est pareil pour les humains, mais en cas de brûlure c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire on va mettre de l'eau froide sur la brûlure pour un petit peu empêcher la brûlure de continuer de brûler. Je ne sais pas si c'est ça l'idée, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'imagine. Et on a appris hier que non, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire parce que c'était presque plus dangereux finalement d'appliquer ce conseil-là. Donc pareil, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est pareil. Okay. Ce qu'il faut faire en fait, c'est vous avez une brûlure, c'est vraiment faire couler de l'eau au-dessus. Pas directement sur la brûlure, déjà parce qu'il y a la douleur et parce qu'on va accentuer un risque d'hypothermie. Donc il faut vraiment faire couler au-dessus et avec de l'eau fraîche, oui, mais pas froide. Encore une fois, pour cette question d'hypothermie qui peut être problématique et donc du coup créer un autre problème derrière et éventuellement aggraver en plus une situation. Donc c'est vraiment, on fait couler de l'eau fraîche et non froide, 10 cm au-dessus de la lésion pendant 10 minutes. Donc ça c'est pareil pour les personnes et pour les chiens ou les chats, c'est important. Super, alors une autre idée reçue, parce que alors on va pas toutes les faire dans cette vidéo parce qu'il y en a eu des tonnes et comme je disais, moi j'ai appris tellement de choses hyper intéressantes hier que j'ai essayé de sélectionner les idées les plus populaires dans les idées reçues. Un autre truc en tout cas que moi j'ai pu entendre, c'était si le chien notamment fait des crises d'épilepsie ou et dans ce genre de situation, qu'il est absolument nécessaire de faire en sorte qu'il n'avale pas sa langue. Et alors ça, en fait, clairement, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Parce que pour le coup, c'est vraiment assez impressionnant en fait. Alors effectivement, c'est une idée reçue qui a la vie dure. Que ce soit en secourisme humain, lorsque j'ai fait des formations en humain, j'ai eu le même cas, le même mythe entre guillemets que je fais tomber. En animalier, c'est pareil en fait, ils ne peuvent pas avaler leur langue, nous ne pouvons pas non plus physiologiquement avaler notre langue. Donc j'entends beaucoup de gens dire, et j'entends beaucoup en formation et même partout, dire il faut empêcher qu'ils avalent la langue. Eh bien non, on ne peut pas comme je viens de le dire, donc il ne faut surtout pas mettre les mains dans la gueule de l'animal lors d'une crise d'épilepsie parce que si vous mettez votre doigt dans la gueule de l'animal, vous risquez en plus ça de vous faire sectionner le doigt parce que lors d'une crise d'épilepsie, la capacité musculaire est décuplée
Et donc, si vous mettez votre doigt et qu'à ce moment-là, il y a rétractation de la mâchoire, il y a de grandes chances que votre doigt y passe. Alors, il y a plein de choses dans cette formation et pour le coup, voilà, c'est une journée, mais c'est une journée extrêmement riche. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'à la fin de cette journée, on est vraiment capable de réagir dans une situation d'urgence. Alors, à titre personnel, moi, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. J'ai mon chien qui s'était blessé cet été, qui a été paralysé d'une patte, donc ça a été déjà hyper stressant pour moi comme situation. Et c'est vrai que la question de comment je le transporte et comment je fais pour éviter d'empirer la blessure, elle s'est posée et j'avais pas forcément tous les conseils qu'aujourd'hui j'ai en ayant suivi ta formation. Et rien que pour ça, finalement, je suis très contente d'avoir pu maintenant acquérir ces données-là. Et alors, il y a une notion aussi qu'on aborde en formation et que je trouve particulièrement intéressante, c'est la gestion du stress de l'humain. Parce que c'est vrai que quand on a un chien, surtout quand c'est notre chien, mais même au-delà de ça, quand on est dans une situation d'urgence, fatalement, en tant qu'humain, on va stresser. Et fatalement, le stress peut nous amener à faire peut-être des erreurs ou juste de faire qu'on n'arrive plus du tout à réagir. Et toi, tu as été formé là-dessus et tu proposes aussi des conseils lors de la formation. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup là-dessus ? Effectivement, je termine par ça parce que ne pas savoir gérer son stress et du coup vous avoir formé toute une journée pour qu'au final, en situation où vous perdiez complètement vos moyens, pour moi, voilà, c'est une déception quelque part pour moi en tant que formatrice. Donc je me suis dit, il faut, étant en plus effectivement formée, mettre ça dedans. Donc je vous donne des petites clés très très courtes à mettre en place justement pour faire baisser un petit peu le curseur stress et reprendre le dessus. Donc vous avez plusieurs choses, par exemple la méthode de la visualisation. C'est pour ça que je donne beaucoup de ma personne en formation. Je fais le chien des fois et ça vous permet vous aussi de justement dans des situations de stress de dire stop, j'arrête de paniquer, c'était quoi? C'est une urgence vitale, c'était le matin, Lauriane elle faisait quoi? Elle a dit quoi? Est-ce qu'elle faisait le chien? Est-ce qu'elle parlait d'autre chose? Vous voyez, j'essaye de marquer par certaines choses comme ça pour pratiquer la méthode de la visualisation qui en gestion du stress permet de retrouver bien souvent ses moyens en se recentrant. Je donne aussi des petites techniques de respiration puisque c'est la base en fait de la gestion du stress, apprendre à gérer sa respiration pour reprendre le dessus émotionnellement. Et puis c'est aussi la méthode positive avec les phrases et les contre-phrases parce que souvent on va se dire ah ben je suis nulle, j'ai tout oublié, j'y arrive plus, il va mourir, je sais plus quoi faire. C'est stop, on se pose, on respire. Non, je suis formée, je sais faire, j'ai révisé après la formation, donc je vais y arriver. Et ça permet par des petites phrases comme ça de reprendre le dessus, de reprendre confiance en soi pour voilà, baisser le curseur encore une fois, stress et y aller sereinement, enfin le plus sereinement possible parce que bien évidemment on est toujours touché par la situation, mais de reprendre le contrôle pour pouvoir voilà, reprendre tout à fait sur ce qu'on vit. Non, mais ça c'est très important. Et alors j'imagine que toi tu as aussi pu acquérir ça parce que tu es également secouriste pour humains, c'est-à-dire que tu as fait des formations pour le secourisme humain avant d'ailleurs de travailler dans le domaine animalier, hein, c'est bien ça? Oui. Donc on voit d'ailleurs plein d'approches dans ta formation qui lient un petit peu les deux. D'ailleurs, ça donne très envie de faire des formations en secourisme humain après avoir suivi ta formation. Donc ça, je pense que ça te donne aussi un bagage supplémentaire pour donner des techniques de terrain. Et c'est un des points également intéressants, c'est qu'à chaque fois, tu nous donnes des alternatives en formation. Si on n'a pas le matériel, voilà comment on peut détourner des objets pour réussir à soigner le chien dans certaines situations. Enfin, en tout cas, à le soigner, non, mais à gérer la situation en attendant d'aller chez le vétérinaire. Donc ça, c'est très intéressant. Et dans ton bagage, tu as également une formation en naturopathie. Et donc là, tu vas en formation nous donner toujours des alternatives en naturopathie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En quoi c'est important d'avoir toujours ces alternatives comme ça? Pourquoi toi, tu as choisi de mettre ça dans ta formation? Parce que je le vois même dans mon quotidien avec les vétérinaires avec lesquels je suis en relation. On est vraiment complémentaires et pas du tout en contradiction. Je donne toujours les deux solutions puisque je ne prône pas dans mes formations la naturopathie, c'est un choix, chacun choisit ce qu'il veut. Mais effectivement, je donne des palliatifs qui sont aussi bien en naturel, notamment sur les antiseptiques. Celui que je conseille, il ne pique pas. Et ça, pour moi, c'est important parce que je fais toujours attention à cette souffrance animale parce que ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'on peut lui faire subir plein de choses comme on voit souvent malheureusement. Donc voilà, le fait de donner cette astuce-là
pour l'antiseptique naturel, voilà, il y a cette souffrance-là en moins. Et puis après, il y a une réelle efficacité, notamment en homéopathie. Je cite notamment l'Apis mellifluca comme chose à donner, entre autres, en homéopathie pour les piqûres de guêpes. Et ça permet aussi de pouvoir sauver la vie de l'animal qui commence à gonfler. Et l'Apis mellifluca étant un antihistaminique naturel, va limiter le gonflement pour laisser plus de temps pour aller chez le vétérinaire qui lui va administrer ce qu'il doit administrer. Notamment pour les piqûres au niveau de la bouche, si ça gonfle, c'est là où c'est très dangereux. En donnant déjà cet Apis mellifluca, ça limite le gonflement et ça permet d'avoir le temps d'aller chez le vétérinaire, que l'animal soit pris en charge. Et donc voilà, c'est une vraie plus-value. Alors ça, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, nous en tant que centre de formation, on a décidé de te faire intervenir pour notamment faire des formations complémentaires à nos éducateurs, donc aux gens qu'on a formés, qui continuent de se former tout au long de leur vie. Et c'est aussi ouvert au grand public, comme je l'ai dit. Et un des points qui pour moi était important quand on s'est mis en contact, c'est que toi, tu as décidé, clairement, c'est un choix de ne pas travailler lors de ta formation avec de vrais chiens. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut voir dans certaines formations premiers secours, le fait qu'il y ait les chiens vivants, entre guillemets, parce que là, toi, tu travailles avec des peluches, des mannequins, etc. Mais qu'il y ait les chiens vivants, et parce que, voilà, c'est au niveau argumentaire, ça donne un côté plus réaliste à la situation. Voilà, on est mieux formé en fonction des réactions du chien, etc. Et on a pu en parler, notamment de ça. Et j'ai beaucoup apprécié ta réponse et je voulais le soulever dans cette vidéo. Parce que justement, c'est une valeur ajoutée, le fait que toi, tu aies clairement décidé de ne pas travailler avec de vrais chiens durant tes formations. Donc pourquoi, de ton point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement important? C'est important parce que, comme tu l'as dit, moi j'ai formé via la Croix-Rouge française sur notamment les jeunes, les journées d'appel à la défense. Et depuis très longtemps, on n'a plus le droit de faire pratiquer les gens les uns sur les autres. Ouais, plus de 10 ans tu disais, c'est ça à peu près? Oui, ouais. Ça fait bien 10-15 ans quand même. J'ai plus la date parce que ça remonte, mais voilà. Donc je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas la même chose pour l'animalier, au prétexte qu'il ne parle pas, au prétexte que ce sont des animaux qui sont résilients et qui vont nous donner énormément sans rien dire et subir. Les gestes de secourisme, si ça a été interdit en humain, la pratique sur nous, c'est parce que ça fait mal, tout simplement. Donc, même si le chien ne parle pas et ne va pas s'exprimer, cette douleur-là, elle va être ressentie, les compressions abdominales, même si on fait qu'une démonstration ou mettre que la main ou le poing sur la zone à comprimer, ça reste douloureux. C'est des zones, notamment le plexus, c'est une zone émotionnelle très chargée. Elle fait mal, même des fois juste en mettant la main là, on ressent une douleur. Donc, je ne trouve pas ça pertinent de faire ça pour des animaux. En cas d'urgence, bien évidemment, que ce sera fait, mais parce que c'est une notion d'urgence. Et en plus de ça, bien souvent, vu que je vous forme, vous ne savez pas faire les bons gestes. Donc, vous allez fatalement faire des erreurs. Eh bien, je préfère que vous fassiez ces erreurs sur mes mannequins que je prends le plus réaliste possible. Ils sont vraiment taille réelle, j'ai tous les gabarits du tout petit au très gros. Et ça vous permet justement de faire toutes ces erreurs-là sur ces mannequins que je corrige avant de pouvoir faire ça un jour ou pas, je ne souhaite pas, mais sur votre animal. Donc je fais tout sur des mannequins parce que voilà, il y a des petites choses comme la prise de pouls ou éventuellement, mais avoir un chien toute une journée sur une formation, juste pour une prise de pouls ou autre, c'est pas pour son bien-être, on n'y est pas. Toute une formation, c'est long pour eux. Et donc voilà, mes mannequins sont suffisamment réalistes pour pouvoir s'exercer sur eux sans faire subir à un animal ce genre de choses. Voilà, le saucissonner avec une muselière artisanale, un pansement compressif et en plus de ça lui faire une technique de portage ou de contention avec tout ça sur lui, un animal qui va très bien et qui n'a rien demandé, ça le met en fait en situation de stress et d'inconfort. Totalement, et puis comme on le disait, d'ailleurs moi je l'ai vu quand mon chien s'est blessé, les chiens ne sont pas bêtes, ils savent que là ils sont dans une situation où ils sont blessés, où il y a un problème et donc il va déjà
même au niveau émotionnel, il y a un pic de stress, enfin il y a plein de choses qui font que leur comportement ne sera de toute façon pas le même dans le cadre d'une situation d'urgence ou dans le cadre de la vie de tous les jours où le chien est juste très bien et il n'y a pas de souci de santé. Donc ça c'est aussi un point que je trouvais assez intéressant. Ça très bien. Pour conclure, moi il y a vraiment un point que j'ai énormément apprécié, c'est qu'on voit, mais j'ai l'impression qu'on voit toutes les situations d'urgence qu'on peut rencontrer. Alors moi à chaque fois quand j'ai fait la formation, à chaque fois que tu soulevais un point, je me disais pourvu que je n'ai jamais à vivre cette situation, mais je suis très contente de savoir comment je dois faire si je dois la vivre. Mais c'est vrai qu'on voit tout, on va voir la piqûre, on va voir l'étouffement, on va voir comment faire un massage cardiaque, on a le coup de chaud, tu as même mis dans ton programme tout ce qui était cyanobactéries. Donc quand on l'a vu là cet été, on a eu plein de soucis à ce niveau-là. Et on apprend vraiment à être dans ces cas-là, à avoir les attitudes, à avoir les gestes à avoir. Et là où ça a été aussi très clair, c'est qu'on ne remplace pas le vétérinaire. C'est-à-dire que le but de la formation, c'est vraiment de savoir réagir en attendant d'aller chez le vétérinaire, hein, c'est bien ça. Oui, il y a toujours ce petit curseur-là à ne pas dépasser. C'est mon expérience, je trouve, à la Croix-Rouge française en tant que secouriste, c'est que pendant pas mal d'années, j'ai du coup à chaque fois dû respecter cette petite limite entre technique secourisme et technique médicale. Et c'est ce que j'essaie de vous sensibiliser sur ma formation, vous transmettre ce que moi j'ai eu aussi, justement pour pas aller trop loin entre technique de secourisme et technique vétérinaire. Il y a vraiment des choses, c'est un vétérinaire de faire ce genre de geste sous sédation, une pause d'attelle par exemple avec un bout de bois, ça c'est des choses qui entraînent une souffrance à l'animal, c'est des choses qui doivent se faire sous sédation et il y a toujours cette limite, voilà, vraiment à pas franchir entre technique de secourisme et technique vétérinaire. Et ça, j'essaye de vous apporter ça aussi, ce petit curseur à vraiment ne pas dépasser. Oui, non, je pense que tu le fais de façon très claire durant la formation. Super, alors ce que je pourrais faire, c'est mettre justement le programme de cette journée dans le descriptif pour que les gens puissent vraiment voir l'étendue en fait des sujets qui sont traités et sur lesquels on s'entraîne aussi, parce que ça j'ai énormément apprécié d'ailleurs dans ta formation à la fin, les mises en situation et c'est vrai que même si on n'est pas en vraie situation d'urgence, on se prête au jeu et on est un peu en fait dans cette situation. Donc ça j'ai trouvé ça très enrichissant de finir par ça. On refera des formations ensemble en région toulousaine, donc pour ceux qui sont intéressés, vu que c'est vraiment ouvert à tous, professionnels ou particuliers, pour les chiens et pour les chats là dans le cadre de la formation, mais bien sûr tu proposes aussi pour les chevaux également. Oui. Voilà, et tu fais d'autres formations que j'invite tout le monde à aller voir si ça vous intéresse. Donc je mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention de qualité. Je te libère parce que il y a une formation en cours et les stagiaires attendent. Donc merci encore. Tous les liens sont en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, vous likez. Si ça vous a beaucoup plu, eh bien on s'abonne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!